Le destin n'est pas une question de chance, mais une question de choix. Il n'est pas quelque chose que l'on attend, mais quelque chose que l'on accomplit. Citation de William Jennings Bryan. 192 lunes, 16 ans. Dans de nombreuses cultures, il s'agit du moment où l'on entre dans l'âge adulte. Chapitre 1. Dans la grande maison silencieuse, Maëva montait les marches 4 à 4. Après quelques pas supplémentaires, elle s'arrêta devant une porte qu'elle ouvrit brusquement. Ma! Élisa sursauta et leva les yeux au ciel. Elle était assise à son bureau, face à la fenêtre. Elle tentait de relire et de corriger cette partie de son roman depuis 2 ans. Maman! L'interpellée cliqua sur l'onglet Enregistrer, puis referma l'ordinateur portable avant de se tourner vers sa fille. Maëva Tamara Rose Velasquez, combien de fois dois-je te demander de frapper avant d'entrer? Oui, bon, d'accord, pardon. Cette gamine me rendra folle, soupira sa mère. Maëva avait presque 16 ans. La plus grande de sa classe, elle coiffait ses cheveux châtains en queue de cheval et avait hérité des magnifiques yeux bleus de son père. Elles sont où, mes baskets? Cela rappela à Élisa qu'elle devait conduire l'adolescente à son entraînement de hockey. Elle se leva après avoir pris une belle aspiration. Je viens voir. Joachim, son mari, travaillait comme auditeur de succursale étrangère pour le fabricant de chocolat international Chocolatissimo. En mission en Espagne, il ne rentrerait pas avant mardi soir, soit 3 jours plus tard. Ses absences étaient par moments plus difficiles à vivre pour son épouse. Il lui arrivait, en effet, de se sentir très seule face à leur fille qui grandissait. Oscillant entre l'enfance et le monde adulte, ses réactions étaient parfois inattendues. On écoute Dépêche Mode? Demanda Maëva en sautant dans la voiture sur la place passager. Elle claqua à la portière et se mit à tapoter sur son téléphone portable. Comme Élisa ne bougeait pas, elle leva la tête et rencontra un œil désapprobateur. Sa mère se tenait les bras croisés et la main du dessus pianotait sur son coude. Ce n'était pas bon signe. Maëva fit la moue et soutint le regard sans ciller. « Ta ceinture, jeune fille! » L'adolescente souffla bruyamment en s'exécutant de mauvaise grâce. Ce n'est lorsqu'elle entendit le déclic familier qu'Élisa démarra. Maëva ne dit plus rien, son visage tourné vers la fenêtre. Elle semblait avoir oublié Dépêche Mode au grand soulagement de la conductrice qui ne comprenait pas l'intérêt que portait son enfant à cette musique. Ce groupe n'était même pas de sa génération. Maëva était un peu garçon manqué, toujours en quête d'exercice physique et avait un caractère de cochon. À cela venait s'ajouter une intelligence vive, des sourires radieux lorsqu'elle était de bonne humeur et des moments complices entre mère et fille quand il s'agissait de pâtisserie ou de jeux de cartes. Oh, un raid avec Catastrophe. Hey, merci pour le raid, Catastrophe. Qu'est-ce que tu faisais? Faire un shout-out. Catastrophe. Donc, tu jouais à quoi? RuneScape, si j'ai bien compris. Tu jouais à RuneScape Dragon Wilds. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Sinon, tu peux toujours te présenter à la chaîne si tu veux, dire quel type de jeu tu joues, quel type de lecture tu fais aussi. Ça va être très apprécié. Je vais juste terminer mon paragraphe par ici. Joachim en était bleu et lui passait trop de caprices au goût d'Élisa. Cela lui donnait souvent l'impression d'être le mauvais parent, ou en tout cas celui qui vous casse les pieds. Elle étudia Maëva du coin de l'œil. Une moue rêveuse avait remplacé la bouderie. L'adulte s'en amusa, en se demandant où ses pensées l'avaient amené. Le désert du chaos arrive en tempête de sable, en effet. C'est toute une tempête que vous nous avez amenée, là. La jeune fille suivait des yeux la silhouette du loup blanc qui rapetissait dans le rétroviseur. Cela faisait longtemps que l'animal lui apparaissait de temps en temps. Il s'observait quelques instants, puis il disparaissait. La première fois qu'elle l'avait vu, elle devait être âgée de 5 ans. Elle avait voulu le montrer à sa maman, qui avait ri et dit que c'était bien d'avoir un ami imaginaire. La petite avait alors grogné que c'était un loup et non un copain. Elle se souvenait de la crispation de la mâchoire d'Élisa, qui la tirait en avant pour accélérer le pas, prétextant qu'elles allaient être en retard. En retard pourquoi? Maëva ne l'avait jamais su. Arrivée à destination, l'adolescente bondit hors de la voiture, attrapa son sac, ses crosses, cria « À toute main !» avant de rejoindre ses coéquipières Lydie et Charlotte, qui montaient les marches du hall omnisport. Élisa la regarda disparaître derrière la porte. Elle avait d'abord tenté d'inscrire sa fille à des cours de danse lorsqu'elle avait 7 ans, comme sa propre mère l'avait fait pour elle au même âge. Cela avait été un fiasco monumental. Joachim avait de ce fait proposé l'athlétisme, elle était douée, mais cela l'ennuyait.
Un jour, elle avait assisté aux Jeux olympiques à la télévision et était tombée par hasard sur un match de hockey sur glace. À 10 ans, la fillette décréta qu'elle deviendrait joueuse professionnelle. Ses parents avaient cédé. Elle avait tout de suite maîtrisé le patin et les règles de ce sport. Féroce et tout en souplesse, son entraîneur avait fait d'elle sa reine sur l'échiquier de glace. Sa crosse s'était muée en une extension naturelle de ses bras et à la moindre ouverture, elle envoyait le palet dans le filet adverse. Boris accueillit son équipe sur la patinoire. Comme d'habitude, le cœur de Maëva battit un peu plus vite lorsqu'elle croisa le regard du coach. Boris, rien que pour elle. De grands yeux marrons, de cheveux châtains, une barbe de quelques jours, un sourire craquant. C'était un homme passionné et pédagogue. Parfois, la joueuse le plaignait. Sa tâche n'était pas toujours simple, vu la rivalité permanente entre Michel et elle. La demi-Amerloc était âgée de 17 ans et elle ne supportait pas qu'une cadette soit au moins aussi bonne qu'elle. D'ailleurs, elle avait plutôt pour habitude de considérer Maëva comme une adversaire et non pas comme une coéquipière. Heureusement, l'entraînement se déroula sereinement, sans bagarre. Le lendemain, dimanche, l'adolescente reçut un message de Richard, son ami d'enfance, lui proposant de découvrir ensemble le nouveau film de super-héros au cinéma. Sa mère lui accorda la permission. S'ensuivit une discussion enflammée, car Maëva voulait prendre le bus en face de leur longue allée pour se rendre seule en ville, ce que Elisa refusait systématiquement. Sa mère la conduisait partout, même au bahut. Ça devenait embarrassant. La jeune fille tenta de lui faire comprendre encore une fois qu'à très bientôt 16 ans, elle était tout à fait capable de lire un panneau avec des horaires de passage et de descendre au bon arrêt. Surtout que la maison était située à la limite entre Bruxelles et le Brabant wallon, soit un quartier qui ne pouvait décemment pas être considéré comme une zone de guerre. Elisa rétorqua que ce serait la voiture ou pas de cinéma. Elle devenait intraitable lorsqu'il s'agissait de la sécurité de sa progéniture. Maëva céda en rouspétant. Dans l'auto, celle-ci négocia cependant 1 heure de liberté supplémentaire pour aller boire un verre avec son acolyte. Ben oui, pendant le film, c'est pas possible de discuter, argumenta-t-elle. Tu vois Richard tous les jours à l'école, pointa l'adulte en arquant les sourcils. Au collège, man. L'école, c'est pour les gamins. Et puis, c'est pas pareil. Elisa éclata de rire, ce qui vexa à demi Maëva, qui ne put pourtant s'empêcher de l'imiter. Sa mère avait en effet un rire communicatif. C'est d'accord. Merci, maman. Maman, s'il te plaît. Tu peux l'inviter à dîner à la maison, d'ailleurs. Pourquoi veux-tu absolument qu'on sorte ensemble? Ronchonna la jeune femme en roulant les yeux au ciel. C'était puéril, mais qu'Elisa ait la même idée et l'exprime avant elle l'agaçait prodigieusement. Ma chérie, c'est évident que Richard est fou de toi. Richard, tu rigoles? Il est gay, c'est sûr. T'as vu comment il s'habille? Comment il évite les filles? Maëva adorait son ami d'enfance. Son père et sa mère aussi, en haut demeurant. Le jeune garçon était si souvent fourré chez les Velasquez qu'il faisait quasiment partie de la famille. L'adolescente constatait avec plaisir que cela faisait du bien à Richard de sortir de son quotidien marqué par la relation passive-agressive de ses parents divorcés. Et si je lui trouvais un copain, se demanda-t-elle soudain. Comme elle ne connaissait pas d'autres gays, elle lui créerait un profil sur un site de rencontre. Et si le petit ami idéal pouvait apparaître pour son anniversaire, ce serait la plus belle des surprises. Et juste pour revenir à la page précédente, petite note pour les lecteurs-lectrices non belges. En Belgique, le collège est un établissement d'enseignement secondaire couvrant 6 années à partir de 11 ou 12 ans, l'équivalent de la 6e française. Salut, BrandGame69. Salut, désolé, je peux pas parler, mais je reste en lurk. J'écris aussi. Ah, c'est bien ça, t'écris toi aussi. T'écris quelque chose. T'écris du fantasy, de la science-fiction. Parle-moi de tes projets si t'en as envie, mais sinon, je comprends que tu restes en lurk. Bon lurk à toi. On va continuer la lecture. À la sortie du collège, Lydie asséna un coup de coude dans le bras de Maëva, absorbée par son téléphone, tout en indiquant une voiture du menton. C'est pas ton personnel? Si. Il a trop la classe. Maëva ne répondit pas, mais se sentit pousser des ailes. Son père était son héros. Il était appuyé contre le dos. On approchait du 15 octobre et il faisait frais. Pourtant, il ne portait pas de veste. Joachim disait toujours que son sang espagnol lui tenait chaud. Il lui adressa un petit signe de la main et elle marcha un peu plus vite. Elle lui sauta au cou, et tant pis s'il restait des copains de classe dans les parages. L'homme lui reprocha d'avoir encore grandi depuis son départ et elle gloussa comme une gamine avant de lui demander s'il lui avait ramené quelque chose du Japon. Joachim lui jeta un regard peiné. En fait, tu t'en fiches que je revienne, c'est le cadeau qui t'intéresse. C'est pas vrai, papa, tu m'as manqué, c'est long, 10 jours. Il lui déposa un baiser sur le front et lui fit signe d'embarquer sans répondre, ce qui la frustra.
L'étudiante eut beau lui adresser ses yeux les plus doux et prendre sa voix la plus mielleuse, elle n'obtint rien de lui. Ce n'est qu'une fois à la maison que Maëva découvrit une boîte sur la table du salon. Elle bondit de joie. C'est un yukata, expliqua son père pendant qu'elle déballait son cadeau. C'est un kimono léger porté en été par les hommes et les femmes au Japon. Avec des étoiles, naturellement, murmura Elisa attendrie. Et toi, maman, tu as reçu quoi? Demanda l'adolescente en enfilant son nouvel habit bleu nuit. Un yukata aussi, répondit-elle en souriant. Cependant, le mien a été fabriqué avec des rayons de soleil couchant. Lorsque, en fin de soirée, leur fille disparut dans sa chambre, Joachim attira son épouse contre lui. Tu m'as manqué, chuchota-t-il. Le couple se retira à son tour. 16 ans plus tôt, dans l'avion qui les ramenait de Norvège, Elisa et Joachim avaient décidé de se marier. Comme la famille et les amis d'Elisa n'avaient plus entendu parler d'elle pendant presque 2 ans, les inviter sans explication à la cérémonie n'était pas une bonne idée. Ils avaient ri en imaginant la tête des uns et des autres s'ils avaient envoyé un carton « Elisa porte une alliance et un bébé. Surprise! » Ils se marièrent donc civilement et sans témoin 5 semaines avant la naissance de Maëva. Elisa avait trouvé une jolie robe et Joachim avait choisi une cravate assortie à ses yeux. Ils avaient demandé à un fonctionnaire de prendre une photo souvenir sur les marches de l'hôtel de ville de Bruxelles avant de célébrer leur union au restaurant. Elisa avait ensuite souffert de contractions inquiétantes qui l'avaient obligée à rester alitée. Elle avait profité de sa convalescence pour rechercher des articles pour bébé et sélectionner les couleurs de la future chambre d'enfant. Son mari avait cédé à toutes ses envies et l'avait cajolée pour lui faire oublier le temps qui ne passait pas. Après la naissance, la jeune maman reprit progressivement contact avec son entourage. D'abord ses parents, puis sa sœur, son mari et leur fils, enfin sa meilleure amie Rika et ses 2 filles. Elle avait craint ces retrouvailles, se demandant comment ses proches réagiraient et ne sachant que raconter. La vérité? Personne ne la croirait et, de plus, elle préférait l'oublier elle-même. Un mensonge qu'elle devrait assumer toute sa vie? Non plus. Elisa privilégia donc le silence. À son grand soulagement, aucune question ne lui fut adressée. Les gens attendaient probablement qu'elle prenne l'initiative, mais aujourd'hui, après presque 16 ans, personne ne semblait plus y accorder d'importance et c'était très bien ici. Comme d'habitude, lorsqu'elle repensait à la naissance de sa fille et à tout ce qui s'était joué à cette époque, Elisa passa machinalement la main sur la cicatrice de sa cuisse droite. « Je mangerais bien japonais, murmura Joachim, interrompant la rêverie de son épouse. C'est une bonne idée. Cette fois, on ne leur dira pas que c'est ton anniversaire. Tu as raison, 456 bougies à souffler, c'est trop, même pour un Fenris. » Ils rirent tout bas et se promirent d'organiser la soirée dès le lendemain, ainsi que la surprise pour les 16 ans de Maëva. Chapitre 2. Quelques jours plus tard, puisqu'aucun match de hockey n'était prévu ce week-end-là, père et fille enfilèrent le basket. Ils aimaient courir ensemble dans les bois derrière la maison. C'était un moment de complicité que leur enviait Elisa. Maëva avait du mal à se confier à elle et elle lui reprochait souvent de trop la couver, voire de l'étouffer. Et elle-même peinait parfois à s'exprimer simplement. Elle avait si peur pour son enfant. Depuis sa première échographie, Elisa savait qu'elle serait prête à tout pour elle, même à mourir. Aujourd'hui encore, elle faisait des cauchemars flamboyants dans lesquels sa Maëva était offerte en sacrifice à un dieu fou. Elle se réveillait alors en sueur, haletante, les yeux écarquillés, le cœur cognant douloureusement dans sa poitrine. Quand Joachim était présent, il la serrait dans ses bras en lui chuchotant que tout allait bien. La femme profita donc de leur absence pour filer dans son bureau au premier étage. La maison était grande et pourtant, elle préférait cette pièce si lumineuse grâce à l'immense fenêtre qui donnait sur le jardin. L'endroit lui rappelait le studio où elle avait habité avant sa rencontre avec Joachim. Théron, le parrain décédé de Maëva, n'y avait jamais mis les pieds. Pourtant, il avait sacrifié sa vie pour sauver la leur. Cette pensée lui crispait l'estomac. Même après toutes ces années, ce compagnon de voyage bourru et sans tact lui manquait. Un petit sourire à la fois tendre et triste étira les lèvres d'Elisa. Elle ouvrit son ordinateur portable et tapa son mot de passe. Il y avait quelques années déjà, elle avait entrepris 2 projets beaucoup plus chronophages que prévu. Le premier concernait l'écriture d'un roman basé sur la longue vie de Joachim, que ce dernier lui avait raconté par bribes sur un enregistreur dans les moments où Maëva dormait ou était à l'école. Ils y avaient consacré des dizaines d'heures. À présent, l'apprentie écrivaine devait coucher ce récit fascinant sur le papier et c'était plus compliqué qu'elle ne l'avait cru. La feuille blanche lui avait paru effrayante la première fois. Elle se souvenait d'avoir tremblé, les doigts immobilisés à quelques centimètres au-dessus de son clavier, les sourcils froncés, le cœur battant plus fort. Heureusement, l'angoisse avait disparu après les premiers paragraphes maladroits.
Elle avait ensuite ressenti de plus en plus de plaisir à s'asseoir à son bureau. Siroter une gorgée de thé vert en jetant un œil par la fenêtre l'encourageait à se lancer dans l'aventure des mots. Cela remontait à 10 ans et elle avait toujours l'impression de n'être nulle part. Elle n'avait jamais imaginé à quelle vitesse le temps filait parfois une fois devenue maman. Maëva savait seulement qu'Elisa écrivait une fiction, mettant en scène un personnage presque immortel et descendant d'un dieu du Nord. Elle s'en moquait parfois, prétendant qu'on trouvait déjà assez de littérature pour un adolescent attardé. Sa mère avait alors du mal à ne pas dévoiler que c'était la réelle histoire de son père et donc une partie de son propre héritage. Excepté Elisa, tous les individus au courant de ce secret n'étaient plus de ce monde. Maëva pensait que Joachim fêterait ses 58 ans et ses parents n'avaient pas l'intention de lui révéler la vérité. Pas encore. La femme imprima le texte déjà rédigé pour son livre et cacha le tout dans la bibliothèque. Elle s'en occuperait plus tard. Aujourd'hui, elle préférerait se concentrer sur son deuxième projet, Théron. De son vivant, hormis l'espèce, il ne partageait que très peu de points communs avec Joachim, mais les deux hommes se complétaient aux yeux de la romancière. Après la disparition de Théron en Norvège, Elisa avait réalisé qu'elle ne connaissait de lui que quelques anecdotes. Elle avait de ce fait entamé des recherches, un peu à tâtons, tentant de reconstituer son existence. Il lui fallut des années pour trouver une photo en feuilletant par hasard un ouvrage sur l'Exposition universelle de Paris en 1887. La dame à l'accueil de la bibliothèque avait dû la prendre pour une folle, car elle n'avait pu s'empêcher d'effectuer une pirouette avant d'immortaliser l'image avec son téléphone portable. Elle fit apparaître le cliché en noir et blanc à l'écran. Un groupe de personnes observait la tour Eiffel, encore en construction. Au milieu se dressaient deux messieurs élégants aux cheveux clairs, le regard au loin, concentré. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. C'était étrange de découvrir son ami à une autre époque, c'était comme s'il avait participé à un bal costumé. Elisa sourit. « Théron, murmura-t-elle, qui est à côté de toi? Ton père ou ton frère? Donne-moi un nouvel indice, s'il te plaît. » Chapitre 3. Maëva interpella Joachim en la voyant monter les escaliers. Son père s'était installé dans le salon pour travailler. Il le faisait systématiquement les soirs où Elisa s'abstentait. L'adolescente se figea un instant sur la première marche, indécise. Elle venait tout juste de rentrer de sa course dans les bois. Elle avait en effet eu besoin d'exercice physique pour réfléchir et avait croisé le loup blanc. « Qu'est-ce que tu veux? » lui avait-elle demandé en s'arrêtant pour reprendre son souffle. L'animal était resté assis et silencieux, comme d'habitude. Il était légèrement translucide, ce qu'elle avait toujours trouvé curieux. Elle avait esquissé une moue agacée. C'était ridicule de parler à une créature qu'elle savait de surcroît être la seule à voir. La jeune femme avait fini par tourner le dos à la bête qui la déconcentrait avec ses magnifiques yeux gris qui paraissaient lire en elle, comme Superman en Lois Lane. C'était une référence un peu ringarde, même si elle avait adoré les toutes premières séries du super-héros. Elle avait ensuite repris sa course et s'était retournée après quelques foulées. Le loup avait disparu. Comment son père faisait-il pour deviner que quelque chose la tracassait, se demandait-elle une fois de plus. Sa douche attendrait. Maëva redescendit et s'assit à côté de lui dans le fauteuil. L'homme referma l'écran de son ordinateur et patienta en silence, les mains posées à plat sous ses cuisses, dans une attitude tranquille. Elle s'est blottie soudain contre lui et éclata en sanglots. Il la prit sur ses genoux et la berça, comme quand elle était enfant, en la serrant fort contre sa poitrine. Maëva lui confia les dernières mesquineries de Michel, pas plus tard que la veille. Le match amical avait failli tourner au pugilat, et c'était uniquement grâce à Boris que les choses s'étaient calmées. Joachim se leva et se dirigea vers la cuisine. Elle l'entendit s'affairer avant de revenir quelques minutes plus tard, chargée d'une boîte de mouchoirs et d'un chocolat chaud. Il lui demanda si elle désirait des cookies et elle acquiesça en essuyant ses larmes. Ses petites attentions la réconfortaient, son papa avait le chic pour la consoler. Il se rassit et resta un instant en silence, cherchant ses mots. Elle en profita pour siroter une gorgée sucrée qui lui brûla le bout de la langue. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas venir assez souvent à tes matchs. Papa, je sais que tu travailles beaucoup, marmonna Maëva, mal à l'aise. Cela ne pardonne pas tout. Si je travaille autant, c'est pour que vous ne manquiez de rien, en plus d'aimer mon métier. Ne t'excuse pas. Je n'ai pas fini de parler, reprit-il avec une douceur ferme. Je suis fier de voir que malgré ta situation privilégiée de fille unique, vivant dans une belle maison, tu ne fais pas de caprices. Je suis heureux aussi que tu ne baisses pas les bras face à la diversité, quelle qu'elle soit. Tu es une joueuse de talent. Tout le monde le reconnaît, ton coach le premier. Boris. Son père l'observa d'un œil perçant. Il prit ses mains dans les siennes et arqua les sourcils.
Toi et Boris, ne dis pas de bêtises, papa, le coupa-t-elle précipitamment, fourrant ses mains sous ses cuisses tout en fuyant son regard. Il sourit. Tu es amoureuse de lui? Maëva rougit, affolée, et Joachim se mit à rire gentiment, ce qui la vexa. Il n'était pas inquiet. Après tout, quelle adolescente ne s'était pas entichée d'un prof? Maëva, le premier amour garde toujours un goût particulier. Tu t'en souviendras toute ta vie. Cependant, renchérit-il en reprenant un ton sérieux, fais très attention à toi. Tu es une ravissante jeune femme et certains pourraient vouloir profiter de toi. Ne te laisse jamais berner par de trop belles promesses, sans oublier que Boris est bien trop vieux pour toi. Elle esquissa un petit sourire et acquiesça une fois, au grand soulagement de son père. Puis sa mine se rembrunit. Papa, je suis pas jolie, murmura Maëva, les yeux embués de larmes. Joachim releva son menton et plongea son regard dans le sien. Tu es magnifique, et je ne dis pas ça parce que tu es ma fille. Cependant, si tu te sens pas belle, va faire du shopping avec ta mère, ça lui fera plaisir. En plus, les vacances de Noël commencent demain, non? Tu peux pas m'offrir des seins plus tôt, souffla-t-elle en posant les deux mains sous sa poitrine plate. L'homme éclata de rire et la serra contre lui. Dieu qu'elle était déjà grande. Où était donc passée sa petite fille? Comme Joachim était frustré de la voir souffrir et de ne rien pouvoir faire. Mais il ne dirait rien de son cœur si gonflé de tendresse et de peine. Il avait ressenti la même chose à la fin de la grossesse d'Elisa et lors des premiers pleurs de Maëva que les jeunes parents n'arrivaient pas encore à interpréter. L'amour pouvait se montrer si dur par moments. Sa famille était ce qui comptait le plus et pourtant, il était souvent le moins compétent pour lui venir en aide. Joachim répondit « Parfois, la nature met un peu de temps à se décider. Tu verras, ça viendra en temps et en heure. Ne sois pas trop pressé. » À son retour, Elisa retrouva son mari et sa fille jouant aux cartes en trichant et en riant. Elle sourit et prit discrètement une photo avec son téléphone. Après la douche, vêtue de son yukata, Maëva s'assit devant son ordinateur et laissa libre cours à ses pensées. Comme tout adolescent, elle avait fait de sa chambre son refuge. Les murs étaient peints en bleu et blanc et des étoiles phosphorescentes formaient ses constellations préférées au plafond. Orion, le grand chien et le petit chien, le cocher et la licorne, Persée et enfin la grande ours. Son rêve était d'intégrer un jour la NASA et de devenir la prochaine Katherine Johnson, cette mathématicienne américaine qui avait contribué au programme aéronautique et spatiaux de l'agence. Parfois, elle s'imaginait remonter le temps jusqu'en 1969 et assister son héroïne dans le calcul des trajectoires, les plans d'urgence et les fenêtres de lancement du vol d'Apollo 11. Maëva aurait serré la main des plus célèbres astronautes, le cœur battant, fière d'écrire l'histoire, elle aussi. Elle se voyait contribuer à la prochaine mission qui partirait sur Mars, voire Jupiter ou Uranus. En fin de compte, elle ne serait plus joueuse de hockey professionnel. Ce rêve n'était cependant pas facile à concrétiser. Les maths n'étaient pas son fort, contrairement à Richard qui avait gagné le premier prix au concours régional l'année précédente. Son complice disait souvent avec un air faussement mystique que c'était grâce au ciel qui s'était rapproché et c'était grâce à lui que Maëva ne renonçait pas. Son meilleur ami avait vraiment la classe, il méritait d'être heureux. C'était le bon moment pour se mettre à la recherche de son cadeau spécial. L'adolescente parcourut plusieurs applications de rencontres gays. Elle en sélectionna une, créa un compte, remplit le profil et chargea une photo de Richard qu'elle jugea acceptable, dégotée sur son téléphone. Publiée. Voilà, elle n'avait plus qu'à attendre une réaction. Il était à présent temps d'enfiler son pyjama. Ce faisant, elle s'observa dans le miroir. Elle se trouvait trop grande, maigre et si plate. Maëva lâcha ses cheveux et fit la moue en les triturant. Ils étaient tout fourchus. En revanche, elle avait une peau de bébé que lui enviaient toutes les filles de son âge et ses yeux couleur myosotis étaient ce qu'elle préférait chez elle. Ce n'était pas si mal en fin de compte. Puis elle étudia sa garde-robe qui n'avait pas été renouvelée depuis longtemps. Beaucoup de pièces plutôt ternes et passe-partout, grises, marines, noires, unies pour la plupart. Les jupes étaient réservées aux événements exceptionnels. Pourtant, la jeune femme avait des jambes ravissantes. Elle se surprit à enfiler une tunique bleue en laine et appela sa maman, qui arriva peu après. Maëva se tourna vers elle. « Tu en penses quoi? »« C'est très joli, » s'écria Elisa. « Et les chaussures? Ce serait bien avec des talons. » La hockeyeuse se retourna vers la glace et se hissa sur la pointe des pieds. Après un instant de réflexion, elle approuva la proposition. Elisa avait les yeux brillants de fierté que sa fille aimait tant. Cependant, celle-ci n'aurait jamais admis à voix haute qu'elle en avait besoin, pas même en échange d'un chien nommé Laika. Laika est une chienne et le premier être vivant mis en orbite autour de la Terre à bord de l'engin spatial le Sputnik 2 en 1957. « Je reviens », lança l'adulte en disparaissant de la chambre.
Elle rapporta un peu plus tard sa boîte à bijoux et une paire de bottes à petits talons. C'était pratique d'avoir la même pointure. Elle choisit une chaîne discrète en argent agrémentée d'un pendentif en forme de lune et le passa autour du cou de sa fille. Maman, protesta Maëva, c'est le cadeau que papa t'a offert pour tes 30 ans. Et moi, je te l'offre pour tes 16 ans et demi, répliqua Elisa en plaçant le collier convenablement. La jeune femme le palpa un instant, incertaine. Puis elle se décida à remercier sa mère d'un sourire. Elle savait que cette dernière tenait à ce présent spécial et qu'elle le lui donne constituait une marque de confiance importante. Maëva se jura alors de tout faire pour s'en montrer digne. Elisa ajouta encore des boucles d'oreilles et en profita pour recoiffer une mèche de cheveux indisciplinée. Sa fille cligna des yeux. Elle se reconnaissait à peine et tritura son nouveau bijou, aussi blanc et brillant que l'astre qui trônait déjà haut dans le ciel. Elisa remarqua que l'adolescente la dépasserait bientôt. Elle était bien l'enfant de Joachim. On se ressemble, murmura la jeune femme en admirant leur reflet. Maman. Oui, bon, s'énerva Maëva en s'éloignant d'un pas. Désolée, ma chérie, c'est un réflexe, s'excusa-t-elle en lui faisant signe de revenir auprès d'elle. Elisa passa un bras autour de sa taille et sourit, attendrie, sans quitter le miroir des yeux. Tu as raison, tu es le portrait de nous deux, tu es belle. Papa m'a dit que si je voulais faire du shopping, tu serais d'accord de venir avec moi, marmonna Maëva en fixant ses pieds. Quelle bonne idée! Mère et fille dévalisèrent les magasins de vêtements le lendemain même. Joachim sifflotta d'un air étonné en comptant le nombre de sacs qui encombraient la table du salon à leur retour. Il réclama un défilé que l'adolescente balaya d'un revers de la main. Toute la famille éclata de rire et elle s'empressa de ranger le tout pour éviter que son père ne revînt sous cette idée ridicule. Malgré toutes les jolies pièces plus féminines et colorées qui remplissaient à présent sa penderie, Maëva enfila la robe bleu marine et les bottes de sa maman pour le premier jour d'école suivant les vacances. Elle ne se sentait pas encore prête à trop sortir de sa zone de confort vestimentaire. Elle avait aussi reçu un parfum floral et discret, pas trop sucré, qu'elle avait mis des heures à sélectionner. La vendeuse avait presque baissé les bras devant les grimaces répétées de la jeune fille. Malgré tout, elles y étaient parvenues. Elle ajouta les bijoux de sa mère et repoussa une mèche de cheveux. Le coiffeur les avait raccourcis et apporté une touche de fantaisie. Maëva se sentit tout de même un peu gênée de descendre les escaliers dans cette tenue. C'était comme être déguisée pour une autre occasion que carnaval. Son père sifflota pourtant d'un air admiratif en posant sa tasse de café. C'était lui qui l'amènerait à l'école, car Elisa était partie travailler dans le service communication d'une petite ONG dans laquelle elle effectuait un mi-temps. Durant la matinée au collège, l'adolescente eut l'impression que tout le monde la dévisageait. Les sourcils de Richard se fondaient presque avec ses boucles blondes lorsqu'il demanda, d'un ton paniqué de film d'horreur, ce que les extraterrestres avaient fait de la vraie Maëva. Elle lui avait planté son poing dans les côtes en riant pour masquer ses oreilles rougissantes. À la sortie de l'école, elle ne prêtait plus aucune attention au regard et se sentait bien dans sa tenue. Boris lui jeta aussi un coup d'œil surpris lorsque la hockeyeuse passa en trombe devant lui pour se rendre au vestiaire. Son cœur bondit de joie et un sourire ravi ne le quitta plus de la soirée. Même Michel semblait trop étonné pour penser à l'esticoter.